Bonjour et bienvenue dans l'Histoire du business, le podcast qui raconte les histoires les plus fascinantes du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'un personnage aussi célèbre qu'insolite, Warren Buffett. Imaginez un instant, sur une étagère, un Warren Buffett en peluche, tout rond, tout doux, avec un pull à losange et un club de golf. Un objet improbable, presque absurde. Qui voudrait serrer dans ses bras une peluche à l'effigie d'un milliardaire de la finance ? Et pourtant, ce jouet existe. Il symbolise à merveille l'image publique de Buffett, celle d'un papy rassurant, amateur de Cherry Coke, fidèle à son McDo du matin, vivant dans une petite maison d'Omaha, loin des excès de Wall Street. Mais derrière ce masque de douceur, il y a une réalité bien plus complexe, bien plus fascinante. Warren Buffett, ce n'est pas qu'une mascotte sympathique. C'est aussi un investisseur redoutable, un esprit obsessionnel, parfois même un brin voyou dans sa jeunesse. Comment ce contraste s'est-il forgé ? Pour le comprendre, il faut remonter à ses origines, dans une Amérique encore traumatisée par le krach de 1929. Nous sommes à Omaha, Nebraska, au début des années 1930. L'économie américaine est à genoux. Le crash a brisé des fortunes, ruiné la confiance dans la finance et transformé le métier de courtier en bourse en une profession presque honteuse. Pourtant, c'est ce métier que choisit Howard Buffett, le père de Warren, avant de devenir plus tard membre du Congrès. Dans cette atmosphère de défiance et de prudence extrême, le jeune Warren grandit, entouré de l'angoisse de manquer, mais aussi d'une étrange énergie de survie. Buffett enfant, c'est un original, un petit garçon à lunettes, maladroit, mais animé d'une obsession pour l'ordre et la collection. Il ne se contente pas d'amasser des capsules de bouteilles trouvées sur le chemin de l'école. Non, il écume toutes les stations-service de la ville, fouille les glacières, trie ses trésors dans la cave familiale, les classant par rareté, par marque, par couleur. Pour lui, chaque capsule est une information, un indice sur le monde qui l'entoure. Cette manie de tout inventorier, de tout comprendre, le pousse même à noter les plaques d'immatriculation de chaque voiture qui passe devant chez lui. Juste au cas où, comme si, dans ce chaos post-crise, il cherchait à remettre un peu d'ordre, à trouver des règles cachées. Mais Warren n'est pas qu'un petit génie du classement. Il découvre très tôt l'argent, et surtout, il comprend ce qu'il ne veut pas, le travail pénible. Il livre des journaux à l'aube, aide à l'épicerie de son grand-père, mais en tire surtout une leçon. Il déteste les tâches ingrates. Ce qu'il aime, c'est l'efficacité, le jeu, la stratégie. À 14 ans, il gagne déjà assez pour remplir une déclaration d'impôt. Mais il y a aussi une part d'ombre. Avec ses copains, il organise de véritables expéditions dans les rayons du Sears local, dérobant des sacs et des clubs de golf par dizaines. Un honnête voleur, dira-t-il plus tard, capable de vendre ses larcins tout en déclarant ses revenus tôt. Cette dualité entre rigueur et transgression, entre obsession du détail et goût du risque, va façonner toute sa vie. À l'école, Warren n'est pas un élève modèle. Il s'ennuie, rechigne à suivre les consignes, préfère lire des rapports financiers que de réviser ses maths. Dans l'Amérique des années 1950, ses camarades rêvent de faire carrière chez General Motors ou US Steel, de gravir les échelons d'une grande entreprise, de s'assurer une vie stable et prévisible. La société valorise la conformité, la sécurité, l'ordre établi, mais Buffett, lui, se sent à contre-courant. Il ne veut pas suivre la voie tracée. Il cherche autre chose, une faille, une opportunité que les autres ne voient pas. Son esprit de contradiction le pousse à explorer des chemins de traverse. Il s'inscrit à l'université sans grande conviction, puis atterrit à Columbia Business School. C'est là qu'il découvre un livre qui va bouleverser sa vision du monde, L'investisseur intelligence, de Benjamin Graham. Pour Buffett, c'est une révélation. Graham ne parle pas de spéculation, mais d'analyse, de valeur intrinsèque, de patience. Il enseigne que derrière chaque action, il y a une entreprise réelle, avec ses usines, ses employés, ses produits.
que le marché n'est pas un casino, mais un lieu où l'on peut, à force de travail et de méthode, dénicher des pépites oubliées. Mais à ce moment précis, rien n'est joué. Warren Buffett n'est encore qu'un jeune homme marginal, un peu à part, obsédé par les chiffres et les détails, mais en décalage avec son époque. Comment ce garçon, qui préfère trier des capsules plutôt que de suivre le troupeau, va-t-il réussir à révolutionner l'investissement? Qu'est-ce qui va transformer ce collectionneur compulsif en l'un des investisseurs les plus influents du XXe siècle? La réponse se trouve peut-être dans la rencontre décisive qui l'attend, celle avec Benjamin Graham, le maître de la valeur cachée. À Columbia, au début des années 1950, Warren Buffett n'est encore qu'un étudiant parmi d'autres, mais il va tomber sur une idée qui va bouleverser sa trajectoire. Cette idée, elle tient dans un livre à la couverture austère, The Intelligent Investor, de Benjamin Graham. Ce n'est pas un simple manuel de bourse, c'est une révolution silencieuse. Avant Graham, la bourse c'était le Far West. On y spéculait comme on parie sur des chevaux, on achetait des actions pour les revendre plus cher le lendemain, sans se soucier de ce qu'il y avait derrière. Les années folles, puis le crash de 1929, avaient laissé un goût amer. La spéculation. Mais Graham, lui, propose une rupture radicale. Il affirme que chaque action représente une part réelle d'une entreprise, avec ses usines, ses salariés, ses machines. Ce n'est pas un ticket de loterie, c'est une part de valeur concrète. Et cette valeur, il faut la calculer, la traquer, la comprendre. Buffett, lui, va s'emparer de cette méthode avec une obsession presque maladive. Il ne se contente pas de lire le livre. Il veut rencontrer Graham, comprendre ses raisonnements jusque dans leurs moindres détails, et s'inscrit à tous ses cours, s'assoit au premier rang, pose des questions à n'en plus finir, mais ce n'est pas tout. Il apprend que Graham préside le conseil d'administration d'une petite compagnie d'assurance, Government Employees Insurance Company, futur Geico. Pour Buffett, c'est une énigme à résoudre. Un samedi matin, à 20 ans à peine, il saute dans un train pour Washington, traverse la ville et se présente devant le siège de Geico. Les bureaux sont fermés, mais un concierge finit par le laisser entrer. À l'intérieur, un seul homme travaille ce jour-là, le vice-président financier. Buffett frappe à la porte, s'assoit et commence à l'assaillir de questions. 4 heures plus tard, le vice-président est épuisé, mais bluffé par la curiosité et la précision du jeune homme. Ce n'est pas un simple caprice d'étudiant. Buffett a compris que Geico possède 2 atouts majeurs. D'abord, la société cible les fonctionnaires, réputés prudents donc moins risqués à assurer. Ensuite, elle dispose d'un float, un flux constant de primes encaissées à l'avance, qui peut être investi avant d'avoir à payer les sinistres. Cette double découverte, Buffett la doit à son enquête de terrain, à sa capacité à aller là où personne ne va. Il commence à acheter des actions Geico, bien avant que le marché ne réalise le potentiel de l'entreprise. Mais Buffett ne s'arrête pas à Geico. Il applique la méthode Graham à la lettre, il traque les sociétés oubliées, les cigar butts, ces mégots de cigares abandonnés qui, selon Graham, peuvent encore offrir quelques bouffées de valeur. L'exemple du Union Street Railway, à New Bedford, est emblématique. Cette société, qui exploite des bus et un parc d'attractions, ne fait rêver personne. Mais Buffett, en fouillant ses comptes, découvre qu'elle détient $1 million en obligations et en cash, soit bien plus que la valeur boursière de ses actions. Il publie une annonce dans le journal local. « J'achète vos actions, envoyez-moi vos certificats. » Les anciens employés, parfois sans même savoir ce qu'ils possèdent, lui vendent leurs titres. Buffett accumule une position significative, rencontre la direction, et finit par obtenir le versement de dividendes exceptionnels. Résultat, il encaisse $20 000, une somme colossale pour un jeune homme de 25 ans dans l'Amérique des années 2950. Ce travail de fourmi, cette chasse aux opportunités cachées, n'a rien de glamour. À l'époque, il n'existe ni base de données, ni Internet, ni analystes spécialisés sur ces petites valeurs. Les informations sont rares, souvent enfouies dans des rapports annuels poussiéreux qu'il faut réclamer par courrier ou aller consulter dans les bibliothèques. Buffett, méthodique, épluche les pink sheets, ces feuillets roses qui recensent les cours de sociétés obscures, et passe ses soirées à téléphoner aux dirigeants, à demander des comptes, à vérifier chaque ligne du bilan. Peu d'investisseurs sont prêts à ce labeur. La plupart préfèrent les grandes entreprises rassurantes ou se contentent de suivre la foule. Buffett, lui, cherche là où personne ne regarde.
C'est cette ténacité, cette capacité à voir de la valeur là où les autres voient de la poussière, qui va faire décoller sa fortune. À la fin des années 1950, il franchit la barre des 100 000 $ de patrimoine, puis devient millionnaire avant ses 30 ans. Mais une question plane. Va-t-il se contenter de copier la méthode Graham, accumulant les petits coups sur des sociétés sous-évaluées, ou va-t-il, à son tour, inventer une nouvelle manière d'investir? La tension monte. Buffett a prouvé qu'il pouvait battre le marché grâce à la rigueur et à la patience. Mais l'histoire ne fait que commencer. Va-t-il s'arrêter là, ou transformer la leçon de Graham en quelque chose de plus grand, de plus audacieux? À mesure que les années passent, Warren Buffett commence à sentir les limites de la méthode Graham. Certes, dénicher des cigar butts, ces entreprises sous-évaluées dont on peut tirer encore quelques bouffées de valeur, l'a rendu riche, mais il pressent que pour aller plus loin, il va devoir s'affranchir de la prudence extrême de son mentor. Graham prônait la diversification à tout prix, multiplier les petites positions pour limiter les risques, comme on répartit ses œufs dans une multitude de paniers. Mais Buffett, lui, s'en montait une conviction nouvelle. Pourquoi se disperser quand on est certain d'avoir trouvé une pépite? Pourquoi diluer son audace quand la réalité des chiffres crie l'évidence? Peu à peu, il va délaisser la sécurité du nombre pour miser gros sur ses meilleures idées. Un pari risqué, mais terriblement efficace. C'est à cette période que Buffett affine ses méthodes d'activisme actionnarial. Il ne se contente plus d'acheter des actions dans l'ombre, il accumule des parts jusqu'à devenir incontournable. Une fois suffisamment puissant, il débarque dans les conseils d'administration, bien décidé à secouer les habitudes. L'exemple de Sanborn Map Company est devenu légendaire. Imaginez une entreprise qui, à force de prudence, s'est retrouvée assise sur une montagne d'actifs, mais dont la direction, engourdie par les années, refuse obstinément de redistribuer la richesse à ses actionnaires. Buffett, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Il achète, encore et encore, jusqu'à s'imposer au conseil. Face à des administrateurs qui se contentent de fumer des cigares, payés ironie du sort, avec l'argent des actionnaires, il réclame haut et fort la restitution de la valeur. Les débats sont tendus, mais la pression finit par payer. Sanborn Map verse un dividende exceptionnel. Pour Buffett, c'est la preuve qu'avec de la détermination et une bonne dose de culot, on peut forcer la main aux dirigeants et libérer la valeur cachée. Mais toutes les batailles ne se gagnent pas aussi proprement. L'anecdote de Berkshire Hathaway, elle, tient presque de la farce tragique. Au départ, Buffett repère une énième entreprise moribonde, une usine textile du Massachusetts, Berkshire Hathaway, dont les actions s'échangent à vil prix. Fidèle à sa méthode, il accumule discrètement des parts, persuadé de pouvoir engranger un joli profit si la direction accepte de racheter ses actions à un prix raisonnable. Il négocie avec le patron, un certain Seabury Stanton, et obtient verbalement un accord, 11,50 $ l'action. Mais quand l'offre officielle arrive, elle n'est que de 11,38 $. 12 malheureux cents de moins. Une broutille? Pas pour Buffett. Blessé dans son orgueil, il se sent trahi. Plutôt que de vendre, il décide de se venger. Il continue d'acheter, encore et encore, jusqu'à prendre le contrôle de la société. Le voilà, malgré lui, propriétaire d'une usine textile à l'agonie, dans un secteur condamné à disparaître. Cette vengeance pour 1200 va lui coûter cher. Pendant des années, Berkshire Hathaway engloutit des capitaux sans espoir de renaissance. Buffett le reconnaîtra plus tard, c'est la plus grosse erreur de sa carrière. Mais de cette erreur va naître une révolution. Plutôt que de s'entêter dans le textile, il décide de transformer Berkshire en holding d'investissement. Il ferme progressivement les usines, réalloue les capitaux vers des entreprises plus prometteuses et utilise la structure de Berkshire comme un véhicule pour ses futures acquisitions. Cette bascule marque un tournant fondamental. Buffett n'est plus seulement un chasseur d'aubaines, il devient un alloueur de capital, un chef d'orchestre, capable de diriger les flux financiers là où ils auront le plus d'impact. La leçon, il ne l'oubliera jamais. Ne laissez pas l'émotion guider vos affaires, répétera-t-il. L'histoire de Berkshire Hathaway, c'est le rappel que même les plus grands peuvent se laisser piéger par l'ego ou la rancune. Mais c'est aussi la preuve qu'une erreur, si elle est comprise et digérée, peut devenir le socle d'une réussite inédite. Désormais, Buffett va bâtir son empire, non plus en cherchant des mégots à moitié consumés,
mais en investissant dans des entreprises solides, dotées d'avantages durables et en allouant le capital avec une discipline de fer. À la fin des années 1960, la métamorphose est achevée. Berkshire Hathaway n'est plus un vestige industriel, mais le laboratoire des ambitions de Buffett. Il a compris que la vraie puissance ne réside pas dans la multiplication des paris, mais dans la capacité à concentrer ses ressources sur quelques convictions fortes, à influencer la stratégie des entreprises et à faire fructifier chaque dollar avec une rigueur implacable. L'ère du collectionneur obsessionnel laisse place à celle du bâtisseur d'empire, mais la question demeure: comment transformer cette base en une machine à créer de la valeur sur plusieurs décennies? Comment résister aux tempêtes économiques, aux modes passagères, à la concurrence des nouveaux géants de la finance, à l'aube des années 1970, alors que l'Amérique s'apprête à traverser une période de turbulence? Buffett est prêt. Il a les outils, la structure et surtout la philosophie qui feront de lui une légende vivante de l'investissement. La suite de l'histoire, c'est celle d'un homme qui va défier les cycles, racheter des entreprises iconiques et imposer sa vision patiente et méthodique à tout un pan du capitalisme américain. Si l'histoire de Warren Buffett fascine autant, c'est qu'elle ne se résume pas à une série de coups de génie ou à la chance d'avoir grandi au bon moment. Ce qui distingue Buffett, c'est la cohérence d'une philosophie, peaufinée année après année, face à des marchés en perpétuelle mutation. Au cœur de cette méthode, il y a d'abord une vertu que le monde de la finance oublie trop souvent, la patience. Buffett n'a jamais cherché à courir après les modes ou à multiplier les paris hasardeux. Il attend, il observe, il laisse passer les tempêtes. Quand tout le monde s'affole, il garde la tête froide. Cette discipline émotionnelle, il la cultive comme un art martial. Il aime rappeler que la bourse est un mécanisme de transfert d'argent des impatients vers les patients. Ce n'est pas qu'une formule, c'est une règle de vie. Mais la patience, chez Buffett, n'est jamais synonyme d'immobilisme. Il traque sans relâche ce qu'il appelle l'avantage structurel, ou moat, cette douve qui protège une entreprise de la concurrence. Pour lui, il ne suffit pas qu'une société soit rentable aujourd'hui. Il faut qu'elle puisse le rester demain. Et après-demain, face à tous les assauts du marché. C'est ce qu'il a vu très tôt chez Geico, cette compagnie d'assurance qui, en ciblant les fonctionnaires, avait construit une forteresse presque inexpugnable. Même logique avec le Washington Post, un journal doté d'une marque, d'un réseau et d'une influence difficilement imitable. Ou encore, National Indemnity, spécialiste des assurances improbables, capable d'encaisser des primes sur des risques que personne d'autre n'osait couvrir. À chaque fois, Buffett cherche la même chose. Une barrière à l'entrée, une singularité qui rend l'entreprise unique, presque indispensable. Mais l'arme secrète de Buffett, celle qui a véritablement fait de Berkshire Hathaway une machine à cash, c'est la gestion du float. Ce concept, un peu technique, est pourtant d'une simplicité redoutable. Dans l'assurance, les clients paient leurs primes à l'avance, mais les sinistres ne sont indemnisés que plus tard, parfois des années après. Entre-temps, cet argent dort, ou plutôt, il travaille. Buffett a compris avant tout le monde qu'en investissant intelligemment ce float, il pouvait générer des rendements colossaux, sans jamais avoir à lever de fonds sur les marchés. C'est une source de capital quasi gratuite, renouvelée en permanence, qui lui a permis de saisir des opportunités quand les autres étaient à court de liquidités. Cette mécanique, il l'a perfectionnée au fil des décennies, jusqu'à faire de Berkshire un véritable écosystème où chaque filiale alimente la puissance de frappe du groupe. Mais rien n'est éternel. À mesure que les marchés se sophistiquent, que les ordinateurs traquent la moindre anomalie en une fraction de seconde, que des armées de camps dissèquent chaque bilan, le terrain de jeu de Buffett s'est transformé. Les cigares buts faciles à ramasser ont disparu, les grandes inefficiences du passé se sont évaporées. Face à la concurrence des algorithmes, il a dû évoluer. Fini les petites sociétés obscures, place aux géants, aux deals monumentaux, aux prises de participation dans Coca-Cola, American Express ou Apple. Buffett n'a jamais cessé d'apprendre, de s'adapter, de remettre en question ses certitudes. Là où d'autres se seraient figés, il a su pivoter, parfois à contre-cœur, mais toujours avec cette curiosité insatiable qui le caractérise. Et pourtant, malgré la fortune, malgré la notoriété, Buffett est resté fidèle à un mode de vie presque ascétique. Toujours la même maison à Omaha, le même petit bureau, les mêmes habitudes frugales, pas de yacht,
Pas de villa clinquante, pas de jets privés à foison. Il aime dire qu'il préfère lire des rapports annuels que de collectionner les trophées. Cette simplicité n'est pas une posture, c'est le reflet d'une indépendance d'esprit farouche, d'une capacité à résister à la pression sociale, à la tentation de l'esbrouf. Dans un monde où l'apparence l'emporte souvent sur la substance, Buffett rappelle que la vraie réussite, c'est de rester maître de ses choix. Alors, que retenir de ce parcours hors norme? D'abord, l'importance de la curiosité. Buffett n'a jamais cessé de poser des questions, de creuser là où les autres s'arrêtaient. Ensuite, la rigueur. Chaque investissement est disséqué, analysé, testé à l'aune de principes simples mais exigeants. Enfin, l'indépendance. Il ne s'est jamais laissé dicter sa conduite par la mode ou la peur sur qu'en dira-t-on. Ces qualités, chacun peut les cultiver, même loin des milliards de Wall Street. Mais il faut aussi le dire sans détour, reproduire le parcours de Buffett aujourd'hui serait presque impossible. Le monde a changé. L'information circule à la vitesse de la lumière, les marchés sont saturés de concurrents affûtés et les occasions de battre le système se font rares. L'époque où un jeune homme pouvait, à force de patience et de travail, bâtir un empire à partir de quelques mégots de cigares est révolue. Pourtant, l'héritage de Buffett demeure. Il incarne une certaine idée du capitalisme, patient, méthodique, respectueux de la valeur réelle des choses. Il nous rappelle que, même dans un monde dominé par la vitesse et la spéculation, il reste une place pour la réflexion, la discipline et la fidélité à ses principes. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire du business.